Et en fait, moi, j'ai pas eu de questions sur Sociologie du dragueur parce que j'estime que c'est vraiment trop long et que j'invite les gens à le lire. Hein, exactement. Donc, par contre, j'aimerais bien revenir sur 2 ou 3 notions de Socrate à Saint-Tropez parce que il y a certains thèmes. Enfin, en fait, c'est un abécédaire. Hein, enfin, c'est des thèmes. C'est de la sociologie populaire. Donc, en fait, je prends des mots clés et j'essaye d'analyser ce qu'il y a autour. En mettant toujours en avant la qualité du raisonnement. C'est-à-dire que moi je ne prétends pas dire la vérité, je prétends simplement à la rigueur à peu près rhétorique, de produire des raisonnements de qualité. Parce qu'aujourd'hui on assiste à une baisse du niveau simplement du sens logique. Il y a des espèces d'absurdités incroyables qui circulent comme des vérités. Et moi je ne sais pas si ce que je dis est la vérité, c'est tout à fait, c'est absolument pas certain, mais je pense qu'on peut comparer la qualité des raisonnements. Il y a vraiment il y a des critères pour ça, hein, la logique, le logos, quoi, les règles aristotéliciennes. Et là, dans cet abécédaire, je prends à chaque fois des mots-clés, comme ça peut être immigration, fascisme, femme, je sais pas, chaussures de sport, il y a des entrées très diverses, et je fais toujours une petite sociologie de ce que veut dire le mot actuellement et d'où ça vient et où ça va, etc. Et je prétends par ce travail-là faire de la sociologie populaire et surtout aider les gens à réapprendre à penser, c'est-à-dire faire le contraire de ce que font les médias de masse, quoi, hein, qui eux ne font que les brutaliser en réalité. Hein, c'est-à-dire on leur dit c'est ça les droits de l'homme, c'est ça le politiquement correct, là. Et puis on ne fonctionne que sur la peur, sur la masse et sur la peur. C'est-à-dire que si vous pensez pas, si vous n'admettez pas ça, vous n'êtes pas du côté du plus grand nombre et vous allez peut-être vous attirer des ennuis, vous allez peut-être vous retrouver seul. Et en fait, les 3/4 des positionnements idéologiques des gens fonctionnent par rapport à la peur de l'isolement. J'ai pas envie de me retrouver tout seul, quoi. Toujours par rapport à Socrate à Saint-Tropez, comme je l'ai fait remarquer, il y a des très très bons thèmes, notamment celui consacré à Charles de Gaulle ou celui qui est consacré aux droits de l'homme et du citoyen, justement, où tu remets en valeur le thème du citoyen qui est très très peu, qui est un peu mis de côté dernièrement. Et malgré tout, malgré ces thèmes très intéressants, page 61, il y a un thème qui est consacré à Catherine Deneuve, qui est très très court, qui doit faire 3-4 lignes. Et là, on est un peu surpris parce que c'est plus, tu prends parti en fait. On ne peut pas dire qu'il y ait véritablement une analyse sociologique. Je parle de la généralisation de la pratique de la chirurgie esthétique chez les actrices vieillissantes. Si ça, c'est pas un sujet sociologique, j'ai que plus Catherine Deneuve refuse de vieillir, plus elle ressemble à sa fille. Au point qu'à la fin, on oublie à quel point elle a été belle, jeune. Ben, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si Catherine Deneuve acceptait de vieillir, elle serait une belle vieille dame et une ancienne jolie jeune fille, alors qu'aujourd'hui, elle ressemble à une demi-vieille moche, parce que je veux dire, ça, je pense que c'est indiscutable, c'est que les 3/4 des femmes d'un certain âge qui recourent à outrance à la chirurgie esthétique deviennent des monstres physiquement, c'est-à-dire qu'elles sont monstrueuses. Or, il vaut mieux voir dans un visage fatigué les traces d'une beauté qui est passée, ce qui peut être très émouvant, qu'une femme qui lutte en trichant, parce que c'est quand même de la tricherie, pour essayer de faire plus jeune que son âge, et qui ressemble à une grosse dondon. C'est-à-dire que le problème, effectivement, c'est que plus Catherine Deneuve se transforme, refuse de vieillir, plus elle ressemble à sa fille. Or là, je mets le doigt sur autre chose, c'est que Chiara Mastroianni, qui est la fille de Catherine Deneuve, on nous l'a vendue comme la fille de Catherine Deneuve et de Mastroianni, donc belle, parce que là, il y a de l'idéologie qui se glisse dans les lois de Mandel. Or, elle est vilaine, c'est une fille qui est laide, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas une fille de star, on n'aurait jamais fait une photo de son visage, elle est ouvertement moche. Et là, je dis simplement, finalement, Catherine Deneuve, en essayant de se rajeunir, ressemble de plus en plus à sa fille. Bon, là, ce télescope plusieurs analyses sociologiques sur, la staritude obligatoire des enfants de people, ce qui est quand même un retour à l'ancien régime, c'est-à-dire que comme s'il y avait une hérédité de la transmission de la qualité, ce qui dans la beauté est absolument inféré, c'est absolument faux, on voit bien que c'est faux. On voit bien qu'il ne suffit pas d'être le fils d'Alain Delon pour être un acteur de talent, sinon Anthony Delon jouerait bien, alors c'est quand même... c'est un mauvais acteur, c'est objectif. Il ne suffit pas d'être le fils de 2 beautés sublimes, c'est-à-dire Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve pour être belle, ça s'appelle Chiara Mastroianni parce qu'elle est laide. Hein, il y a quand même Laetitia Casta qui est une fille de plouc corse, c'est une splendeur. Hein, et là, ça prouve que les lois de Mandel sont démocratiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la culture de beauté, hein, ce qui prouve que la nature serait un peu de gauche chez les humains, parce qu'on peut peut-être élever des chevaux, mais on ne peut pas élever des génies. Hein, donc là, or aujourd'hui, on est quand même dans cette idéologie d'extrême droite, qui est le retour à l'hérédité, qui pouvait se comprendre sous l'Ancien Régime parce qu'on croyait que c'était Dieu qui la dictait, mais dans une société laïque et matérialiste, de dire tous les enfants de stars seront stars,
Là, c'est du fascisme pur et simple, quoi. Hein. C'est-à-dire, c'est une vraie brutalité. Il n'y en a plus l'excuse de Dieu. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'on est là-dedans, quand même. Tous les enfants de chanteurs chantent, tous les enfants d'acteurs sont acteurs, ils piquent toutes les places. Et puis, souvent, en plus, ils n'ont aucune légitimité que leur arrogance, parce qu'ils n'ont pas le charme de leurs parents, qui, eux, souvent, venaient de nulle part. On peut se dire, bon, bah, effectivement, Alain Delon est fils de boucher, et c'est quand même, pour qui l'a vu en maillot de bain en plein soleil, on comprend pourquoi il crève l'écran, quoi. Et après, si tous ces gosses doivent aussi faire du cinéma, et plus ceux de tous les autres, ça pose un problème de démocratie. Or, ce problème de chirurgie esthétique, ce problème d'hérédité de la staritude, et l'hérédité de la staritude, comment dirais-je, maquillée, enfin, additionnée à la chirurgie esthétique, parce qu'on voit très bien, moi, avec l'affaire Cantat, qui nous permettrait de parler d'autre chose, que Marie Trintignant avait le visage entièrement refait, pour justifier une place de jeune première qu'elle n'avait pas par son physique naturel. Donc ça veut dire que, on est un fils de people, mais on n'est pas beau, mais comme on a les moyens de se payer le chirurgien, on se refait faire la tête et on prend les places. C'est une double, comment dirais-je, c'est une double injustice, une double escroquerie. Et pour moi, ça, c'est un vrai sujet sociologique et politique. C'est quelle est, donc, une société qui trouve ça normal et qui magnifie cette double escroquerie en termes de comment dirais-je, de critères démocratiques, et c'est une société qui se droitise objectivement. Hein, Ouais, après, on pourrait penser aussi que, vu qu'ils sont nés dans un bain culturel où il y avait du cinéma, des livres et tout ça, on peut imaginer aussi qu'ils ont eu le talent dans la proximité de leurs parents et d'un milieu culturel aussi élevé. Mon cul, n'importe, un cinéaste comme Piala va chercher Sandrine Bonner, tu vois, qui n'est rien du tout, lui fait faire un casting et voit qu'elle a quelque chose à donner, quelque chose dans le regard. Ma propre sœur est arrivée à 15 ans et demi à Paris, d'Annemasse, elle a été première médaille d'or, je sais pas quoi, premier prix de conservatoire, elle a fait une petite carrière, elle connaissait personne. L'histoire du bain, c'est jamais que le carnet d'adresse, ce dont tu me parles. C'est-à-dire qu'effectivement, ça s'appelle le copinage, ou ça s'appelle les relations de famille. Tu vois, c'est pareil que pour les stages aujourd'hui, quand on veut un stage, il faut avoir des relations. Donc effectivement, si à un moment donné on confond le carnet d'adresse, le relationnel et le talent, c'est discutable, mais c'est tout ça est contraire à l'égalité démocratique. Normalement, c'est l'égalité des chances, c'est pas ça. Et puis avant, il y avait notamment l'université et l'école, qui était quand même où les diplômes sont anonymes, je crois, où à un moment donné, vous avez bac plus 4, vous avez un diplôme, vous êtes sur le marché du travail. Or aujourd'hui, on voit que tout ça, il vaut beaucoup mieux avoir des relations familiales et mondaines que des diplômes aujourd'hui dans des tas de métiers. Et on voit bien que cette espèce de reproduction intra-classe, intra-communauté dans certaines professions, notamment les médias, est la preuve d'une crise de la démocratie. Hein, je crois que même Bourdieu aurait pu le conclure quand il a écrit de la distinction. Il aurait pu faire un chapitre là-dessus. Et pour moi, ça prouve qu'on est une société sclérosée, une société qui va mal, parce que d'abord, on voit très bien que le talent baisse. Si le talent se maintenait, et quand je vois que le cinéma français nous propose à la rentrée comme film un remake de L'Emmerdeur, qui est quand même un grand film français avec Jacques Brel et Lino Ventura, mais là, ça sera avec Richard Berry, je crois, et Patrick Timsit. Quand on n'a plus que ça à proposer, c'est que vraiment la société est en crise, quoi, hein. Après, on a Frêle chanté par Patrick Bruel. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, hein. Il y a une baisse objective du niveau de la qualité, hein. Ouais, d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais revenir sur la définition pas sur la définition, mais sur le fait que tu t'étais insurgé sur le statut d'artiste et que tout le monde réclamait le statut d'artiste justement en ce moment, quoi. Oui. D'ailleurs, plus un artiste n'est pas un artiste et moins il travaille, plus il parle de son travail. Tu sais, l'espèce de type qui accumule des cochonneries dans un coin, enfin, tu vois, parce que l'art contemporain permet à peu près tout et n'importe quoi, et qui te dit mon travail, on voit bien que son but c'est quand même d'échapper au travail. Ayant été moi-même, ayant fait les beaux-arts, ayant été artiste moi-même et critique d'art, ayant tenu une galerie d'art contemporain, on va pas me la faire, j'en ai croqué de ce truc-là. Globalement à 99% c'est une escroquerie. Ça l'est devenu pour des raisons historiques et d'analyse, hein. C'est-à-dire que il y a une épopée de l'art moderne, puis il y a une petite épopée de l'art contemporain, puis après on arrive au bout, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on tue pas deux fois le père et on redécouvre pas deux fois l'Amérique. Au bout d'un moment, on a tout dit, quoi. Et à un moment donné, ça tourne à vide, ça tourne sur comment dirais-je, l'escroquerie du jargon, quoi, hein, qui est un terrorisme, hein. Les gens ont peur de passer pour des beaufs et des ringards parce qu'on leur dit que le roi est nu, enfin parce qu'ils disent je comprends pas très bien, je vois pas où est la beauté, je vois pas où est la modernité, et là on leur dit attention, là vous êtes des beaufs, des populistes, vous serez peut-être même des fascistes, car les fascistes non plus n'aimaient pas l'art contemporain. Alors sous prétexte que tu n'es pas ému ou fasciné parce que tu vois exposer au musée d'art contemporain
actuellement ou au Palais de Tokyo, et moi qui ai une culture qui maîtrise pas l'histoire de l'art, j'ai aucun complexe pour dire que c'est globalement de la merde. On vous dit oui, les nazis non plus n'aimaient pas l'art contemporain. Là, le raccourci est un peu facile, mais on joue sur ce genre de terreur aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous pensez que Daniel Buren c'est pas grand-chose, je pense que c'est assez facile de démontrer que c'est un artiste politique et que sa réussite s'explique par les réseaux et par la prise du pouvoir des socialistes en 81. Si vous dites Buren c'est pas grand chose, on vous dit oui mais attention, ça nous rappelle un peu la persécution des artistes d'avant-garde autrichiens par les nazis dans les années 30. Ce genre de raccourci c'est du terrorisme quoi, c'est de la menace et ça ne fait que reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que moi je prends le pari que Buren ne laissera pas une grande trace dans l'histoire de l'art, c'est tout. C'est-à-dire que après il y a le temps. Je pense qu'on peut arnaquer ses contemporains, mais on ne veut pas arnaquer la postérité très longtemps. Donc après, il suffit d'attendre. On voit bien aujourd'hui que l'art primitif a pris énormément de valeur comme valeur refuge de l'art contemporain, parce qu'il y a une espèce d'angoisse, d'inquiétude sur l'art contemporain. On se doute bien qu'il y a des tas de fausses valeurs, que l'embellie de l'art contemporain est souvent liée à des bulles financières et que c'est de l'argent mal gagné qui se trouve mal investi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une morale de l'argent spéculatif, de l'argent qui n'existe pas, qui s'investit dans quelque chose qui n'existe pas non plus. C'est-à-dire que tout ça finalement reviendra à zéro dans 20 ans. Et moi je dis là-dessus, je ne veux pas polémiquer très longtemps, je dis moi personnellement j'aime beaucoup Miro, j'aime beaucoup des tas d'artistes importants et je connais bien cette histoire-là. Je pense que il y a énormément de fausses valeurs dans l'art contemporain aujourd'hui. Même un type comme Hector Obalk, dont je suis pas spécialement proche, l'explique d'une autre manière mais assez bien. Et on verra bien dans 50 ans ce qui restera de tout ça. Je pense pas qu'aujourd'hui Buren soit l'équivalent de Renoir ou de Manet, quoi. J'ai aucun doute là-dessus, quoi. Toujours dans Socrate à Saint-Tropez, j'aurais bien aimé que tu reviennes sur une notion liée à la féminisation. C'est page 90, c'est là où tu nous écris que, après avoir été confiée rituellement aux femmes, la culture cessait d'évoluer. Et tu nous mets en valeur aussi qu'aucun grand jazzman est une femme. Et donc j'aurais bien aimé que tu reviennes sur ce thème-là. Imitation et maniérisme. Ça, c'est un constat sociologique que faisait Gordon Child déjà en anthropologie. C'est que quand les femmes investissent un domaine culturel, c'est en général qu'il a cessé d'être une avant-garde et qu'il a cessé d'évoluer. On le voit aujourd'hui, on voit des filles tagueuses. Si les filles se mettent à taguer, c'est qu'il y a plus le tag n'est plus une avant-garde, l'aventure est finie. Et en général, quand les femmes se mettent dans un secteur culturel, il tend à s'auto-parodier. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est que ça c'est un peu misogyne d'ailleurs, ça me redonne. Je dis finalement les femmes, même les femmes de culture sont malgré elles finalement cantonnées à la reproduction, parce que qu'elles fassent des enfants de la culture, elles sont quand même toujours dans un art de la reproduction. Elles ne créent pas, elles reproduisent, il n'y a pas d'invention. Et je le démontre par le jazz notamment. On n'a jamais vu une femme des femmes musiciennes de jazz géniales, il n'y en a pratiquement pas, parce que c'est un art de l'improvisation, de la création instantanée. Alors des femmes pianistes de musique classique qui sont capables de jouer comme des singes savants du Chopin, il y en a autant qu'on veut, parce qu'il n'y a pas d'invention. C'est refaire très bien quelque chose qui a déjà été créé. Mais quand il s'agit de créer in vivo, là il y a très peu de femmes. Alors après moi je me pose la question, c'est un constat. Après moi je théorise plus ou moins là-dessus, on le fait ou on le fait pas, mais je mets au défi aucun sociologue de me démontrer de me dire c'est faux, c'est le contraire. Il n'y avait aucune raison que ce soit un pauvre noir comme Charlie Parker qui renouvelle la musique. C'est-à-dire que le renouvellement de la musique après on va dire l'impasse de la musique contemporaine, après Debussy, Schoenberg, Berg et tout ça, que les gens qui aient renouvelé la musique soient des pauvres noirs, c'était absolument pas écrit dans l'histoire, ça aurait pu être des femmes de la bourgeoisie dominante. Ça aurait pu être Gertrude Stein. Or, une absence totale de génie féminin dans le jazz. On ne fera pas croire que les chanteuses participent de cette épopée, parce qu'elles sont jamais que des interprètes, une fois de plus, c'est-à-dire qu'elles reproduisent. Il se trouve que tout ce génie de création absolue est fait par des hommes, et des hommes pauvres, et sans culture musicale. Donc moi, ce que j'insiste, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une forme créatrice nouvelle qui apparaît, elle n'est jamais liée à un statut de classe, c'est-à-dire c'est souvent des très pauvres qui le font, que ce soit même on peut même parler du hip-hop. Le hip-hop, c'est une invention, c'est fait par des pauvres noirs du ghetto, mais c'est toujours fait par des garçons. C'est la création est absolument masculine systématiquement, et les femmes finissent toujours par y arriver. Comme aujourd'hui, les femmes sautent 5 mètres à la perche. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est qui a inventé le saut à la perche. Ouais, mais en même temps, on pourrait penser qu'il y a une inhibition inconsciente de la société qui fait que les femmes
dans quel que soit le domaine, que ce soit culturel, scientifique, il faut quand même savoir se mettre en valeur et faire savoir qu'on sait faire. Et donc, pour accéder à quelque part l'élite ou montrer qu'on s'est inventé ou qu'on a inventé, il faut quand même un ego assez démentionné. Peut-être que... Je crois que pour un esclave noir, se proclamer chanteur de blues et oser se mettre en avant, c'est pas plus d'inhibition et de barrières à surmonter que d'une femme de la bourgeoisie dominante. Je sais pas parce que... Ouais. Mais par exemple, moi j'ai cherché un petit peu par rapport à ça et j'ai trouvé, par exemple, je sais pas si tu as entendu parler de Barbara McClinton, qui dans les... toujours. Ouais. Très peu. Ouais, mais ce que je vais t'expliquer, c'est que bon, sur 154 prix Nobel, il y en a 8 qui sont des femmes. Donc, on aurait tendance à penser qu'elles ont moins d'imagination ou moins de capacité à trouver une logique ou de créativité. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le transposon, par exemple, ce qui a permis les OGM, elle a découvert dans les années 60, et sa théorie et sa découverte a été récompensée par prix Nobel 20 ans après. On ne l'a pas forcément écouté, et peut-être que si ça avait été un homme, on aurait peut-être mis plus en valeur, elle aurait peut-être eu le charisme ou... L'explication-là est valable aussi, mais elle suffit pas à tout expliquer. Moi, ce que je vois, c'est que l'Allemagne, qui est un pays qui a toujours été leader en chimie, par exemple, vient après des études de reprôner la séparation des garçons et des filles dans les sciences dures à partir du niveau de la seconde, etc. Parce que réellement, les filles freinent les garçons, tu vois. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a des enjeux économiques lourds, on cesse de faire de l'idéologie. Or, le pays qui est le plus performant en sciences dures, c'est l'Allemagne, c'est là où il y a le moins de femmes. Le pays le moins performant d'Europe en sciences dures, c'est la Turquie, c'est là où il y a le plus de femmes, tu vois. Moi, ce genre de statistiques m'interpelle, tu vois. Après le reste, c'est gênant, c'est pas suffisant comme explication. Face à l'idéologie dominante qui te dit non seulement les femmes sont égales absolument aux hommes, égales, en plus voulant dire identiques, c'est le même cerveau, le corps n'a rien à voir, l'anthropologie n'a rien à voir, c'est strictement pareil, je dis c'est faux, c'est de l'idéologie pure, de vouloir à tout prix dire qu'il y a une identité absolue. L'homme et la femme ont deux imaginaires différents, deux relations différentes au monde, de par leur corps, leur psyché, leur Oedipe, etc. Et dire que les hommes et les femmes ont strictement le même fonctionnement cérébral, on sait que c'est faux aujourd'hui par des tas d'études quantitatives, qu'elles n'utilisent pas les mêmes hémisphères, etc. Que les femmes ont un problème en spatialisation et en logique pure. Alors spatialisation et logique pure, pour moi, c'est les démarches analytiques et synthétiques qui sont les deux piliers de la pensée abstraite pure, et ça c'est très politiquement incorrect de le dire en ce moment, c'est pour ça que ça me plaît. C'est vérifié par des études très sérieuses aujourd'hui, notamment menées par des femmes, cliniquement, tu vois, sur la logique, etc. Et ça m'amuse de le dire parce que ça va contre-pied de l'idéologie dominante, et deux, ça correspond chez moi à une intuition. Je suis persuadé que les femmes et les hommes n'ont pas strictement la même manière de penser, et que je peux penser que cette histoire de la raison pure est une histoire masculine, et qu'elle l'est profondément. C'est-à-dire que la philosophie est une catégorie masculine historiquement, c'est-à-dire que c'est les hommes qui en ont accouché. Alors après de dire oui, les femmes n'ont pas pu mais le parce que je m'en fous, l'histoire, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas d'injustice dans l'histoire. Il se trouve que la pensée pure est une catégorie historiquement masculine parce qu'il y avait moins d'obstacles. Les hommes avaient moins d'obstacles à surmonter pour y arriver. Mais déjà, c'est la preuve de leur supériorité, parce que ces obstacles, si tu veux, c'est pas de penser que ces obstacles seraient une injustice, c'est une vision